Bonsoir. Déjà, merci d'être présent pour cette dernière rencontre de la 11e édition des rencontres Michel Foucault. Vous allez être ici pendant 1h30 dans un temps de dialogue avec les intervenants qui se présenteront tout à l'heure. Vous aurez la possibilité d'intervenir à tout moment. Vous le remarquez peut-être, mais nous avons des caméras, donc il y a un enregistrement télévisé qui se fait, et au moment où vous souhaitez prendre la parole, ce qui est important, c'est de bien lever la main. Comme ça, l'équipe d'hôtes de salle du TAP pourra vous apporter un micro pour que vous puissiez poser vos questions. À l'issue de cette rencontre qui va durer 1h30, un temps de dédicace aura lieu au stand librairie que vous avez pu voir au foyer général, à peu près de 19h à 19h30. Voilà. Je vous souhaite un bon temps de rencontre. Bonne soirée. Merci Marie-Pierre. Je voulais d'abord dire le plaisir que nous avons, l'Université de Poitiers et TAP, d'accueillir pour ce dialogue de clôture des rencontres Michel Foucault, Lydie Salvert, qui s'est toujours intéressée à la folie, ou plutôt aux folies, au pluriel, on y reviendra tout à l'heure, de son premier roman, La Déclaration, où le personnage est interné, paru en 90, à Rêver debout et Famille, qui sont les deux derniers sortis en 2021 et sur lesquels on va mettre l'accent un peu aujourd'hui, même si, et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas hésiter à intervenir de manière intempestive. On n'a juste dit pas d'insultes. Voilà, enfin, notamment pour réagir sur d'autres, parce que c'est peut-être d'autres œuvres qui vous ont marqué, dont vous avez envie de parler. Je pense notamment peut-être aux trois qui évoquent davantage cet enjeu de la folie. La méthode Mila, livre qui s'écrit en partie contre la raison de Descartes, et ce personnage de Mila qui représenterait donc le contraste. Et je pense aussi à La Compagnie des Spectres et ce personnage de Rose Mélie, les deux femmes dont la mère est dite folle, mais voilà, on y reviendra aussi un petit peu quand même. Et puis La Conférence de Sainte-Gabelle, peut-être, bon, ça peut être d'autres œuvres. Donc n'hésitez pas à intervenir en faisant des petits signes. Et puis donc ça a été dit, voilà. C'est la conférence de clôture et en même temps il y a encore une soirée cinéma avec plusieurs films possibles, je rappelle, en particulier à 20h30 au TAP Castille, Une femme sous influence de Jeanne Cassavetes, qui est toujours un bonheur à revoir. Alors, Lydie Salvert, on va commencer, on s'est dit par pointer comme ça le fait que la plupart de vos personnages de romans sont considérés comme fous par d'autres ou par eux-mêmes. Donc je le disais tout à l'heure, le narrateur personnage de La Déclaration est interné, déclare lui-même « Je suis fou, Henriette ». Le narrateur personnage de La Puissance des mouches aussi, dont vous me disiez qu'il allait être... Alors on se connaît un petit peu, donc je vous vois pour pas créer un effet de connivence excessif. Oui, il faudra que je fasse pareil. Bah, voilà, ça va peut-être flotter un peu. Essayez. Le narrateur de... Non, mais on essaye comme ça. Le narrateur de La Puissance des mouches est en prison pour meurtre. Il s'adresse à son juge, son avocat, pour rendre compte de ce geste qu'il considère comme un acte de pure logique. Et puis Rose Mélie, que j'évoquais tout à l'heure. La folie de ces personnages et de leur discours est systématiquement mise en débat, contrebalancée par les interlocuteurs qui les jugent fous, parce que finalement... ce personnage de La Déclaration se dit fou, est interné, mais on voit une très grande violence à son égard de la part des soignants. Le personnage de La Puissance des mouches aussi fait face à des sommités politiques, je cite le texte, que sont Molinier ou d'autres. Et puis dans La Compagnie des Spectres, si Rose Mélie est dite folle, c'est parce qu'elle fait une analogie entre les collabos de 1940 et les huissiers de notre époque. Analogie qu'on peut considérer folle, mais aussi lucide. Il y avait déjà un éloge de la folie dans Cette femme aussi, qui s'ouvre par Cette folle. C'est comme ça. Et puis les plus récents, je le disais, Rêver debout est une sorte d'éloge de la folie de Don Quichotte, à la fois
à son époque et dans ce que ça signifierait aujourd'hui que cette folie que vous relisez dans le Don Quichotte de Cervantes en s'adressant à lui, on va y revenir. Et puis Famille, cet ouvrage-là, alors un petit peu moins connu peut-être parce que chez un éditeur moins connu que Le Seuil, Tristram, et qui reprend un texte qui avait été publié dans Et que les vers mangent le bœuf mort, enfin actualisé, donc est sorti la même année, qui est une entrée dans la folie, dans quelque chose de plus ordinaire, une sorte de triangle familial, père, mère et enfant. C'est l'enfant qui est dit fou, mais enfin on y reviendra aussi tout à l'heure, puisque les trois manifestent peut-être une forme de folie un peu différente. Alors, la première chose qu'on se disait pour entrer dans le texte, c'était peut-être d'entrer, donc, par Rêver debout, et de situer un petit peu cet ouvrage-là avant de lire un passage pour le faire entendre, et notamment cette folie de Don Quichotte. Ah, je le situe d'abord avant de lire. Comme tu veux, comme vous. Je lis d'abord. Oui, on va se dire tu, ça sera plus simple. Monsieur, je vous le dis tout net, je ne suis pas d'humeur à rire, et les façons dont vous traitez votre Quichotte ne sont pas de mon goût. Vous prétendez que son cerveau tout empli des fadaises qu'il a lues dans les livres et qu'il croit véridiques l'amène à commettre des actes insensés? Est-il insensé de considérer que la littérature n'est pas lettre morte, parure de cheminée, boniment inutile, mais plutôt lettre vive, ardente, expérience intime et qui bouleverse la vie? Est-il insensé de se révolter contre les saloperies dont nous sommes témoins et de leur livrer bataille avec les moyens du bord, quitte à se casser la gueule? Est-il insensé de vouloir se faire le rempart et l'appui des déshérités de toutes sortes, au risque de déplaire à la Santa Hermandad qui veille à ce que rien ne nuise à la très sainte Église comme à sa très catholique majesté? Préférez-vous que l'indifférence, la résignation ou l'abdication deviennent notre lot et que nous regardions s'empiper les misères des autres dès lors qu'elles ne nous regardent pas? Préférez-vous qu'on les dénonce tout en se gardant bien d'agir, comme si vertu nos révoltés en toc, mine indignée, voix frissonnante et tenue savamment débraillée, pour se délecter ensuite de leur très fatale impuissance? Ou pire, préférez-vous un monde où l'on ne croirait plus en rien, où l'on ne se vouerait plus à rien et où l'on s'en féliciterait avec plus ou moins de cynisme? Préférez-vous un monde où il n'y aurait plus motif à s'exalter, sinon devant la flambée des cours de l'action Tencent? Un monde où l'enthousiasme, l'ardeur, le désir impérieux et sauvage ne surgirait plus que devant le projet d'engranger toujours plus de dividendes? Pardonnez-moi, monsieur, de m'adresser à vous avec les mots de mon époque, mais votre livre me ramène si furieusement à notre présent que je finis par oublier que 4 siècles nous séparent. Et je saute un extrait pour aller à la deuxième lettre. Une nuit est passée, cher monsieur, et je ne suis toujours pas d'humeur à plaisanter, car votre obstination à malmener votre hidalgo, franchement, m'exaspère. Vous lui flanquez en guise de haume un plat à barbe sur la tête, vous l'accoutrez de chaussures rapiécées, vous l'équipez d'une lance rongée de rouille et d'une branche d'arbre en guise de hallebarde, vous le faites monter sur un roussin efflanqué très judicieusement appelé Rocinante. Bref, vous lui donnez l'allure d'un pauvre épouvantail tout cliquetant de ferraille. En l'exposant ainsi à la risée de tous, vous autorisez ceux qui se piquent de culture à s'étrangler de rire en évoquant le panthéon ridicule qu'un idéalisme exacerbé conduit à prendre pour de très féroces géants, de très anodins moulins à vent. Petite mise au point pour fermer la gueule une fois pour toutes à ces ignares. Les moulins à vent, à l'époque du Quichotte, représentaient une nouveauté et rien n'était plus naturel
que de les trouver déconcertants et fantastiques et de se méprendre sur leurs fonctions. Comme il est naturel que nous soyons aujourd'hui déboussolés par les innovations technologiques dont on nous accable et que nous sommes loin de maîtriser, je parle d'expérience. C'est à cette vitesse à laquelle le monde évolue et nous largue aujourd'hui comme hier. C'est cette résistance qu'à tort ou à raison, ces évolutions trop rapides éveillent en nous que le Quichotte vient ainsi interroger à sa façon. Je dis aussi, je vous prie de revenir un instant, monsieur, sur votre jugement hâtif autant que désinvolte concernant sa folie. Je vous accorde que votre Quichotte est fou, s'il est fou d'être généreux dans un monde qui ne donne jamais rien sans contrepartie, un monde pauvre en amour, pauvre en miséricorde et encore plus pauvre en pitié. Je vous accorde qu'il est fou, si c'est être fou que de choisir de vivre selon ce que vous dicte votre âme et votre cœur. Je vous accorde qu'il est fou, si la folie est le nom que l'on donne à ce qui, chez un être, subsiste encore de puissance visionnaire. Je vous accorde qu'il est fou, si l'aliéné est un homme qui a préféré devenir fou, dans le sens où socialement on l'entend, plutôt que de forfaire à une certaine idée supérieure de l'honneur humain. C'est Antonin Artaud qui en donne la définition, et elle va comme un gant au Quichotte. Lui qui ne peut que s'insurger contre toute injustice, car il y va, déclare-t-il, de son honneur de chevalier. Je continue? Non, j'arrête là. Tu veux que je poursuive encore un peu? Jusqu'au psychiatre? Je vous accorde qu'il est fou si vous concevez la folie à la façon de Nietzsche, le masque qui cache un savoir fatal et trop sûr, et l'ultime recours des hommes supérieurs à qui ne s'offrent que deux issues, soit de devenir fou, soit de faire semblant, avec le risque de se laisser prendre au jeu et parfois de s'y perdre. Je vous accorde qu'il est fou si vous tenez les chants de Mal d'Aurore et leur divin poison pour l'œuvre d'un dément victime du tréponème, ainsi que le bas-vers à 2 ou 3 cuistres de son temps, les plumitifs à la meurance qui ne lui arrivaient pas à la cheville. Veuillez m'excuser, cher monsieur, d'évoquer ainsi devant vous les noms d'Artaud, de Nietzsche ou de Lautréamont que vous ne pouvez connaître, mais je perds de vue régulièrement que vous êtes d'un autre temps. Je vous accorde qu'il est fou, s'il l'est aux yeux de ceux qui ne tolèrent des hommes aucune singularité ni aucune incartade, aux yeux de ceux qui les font briller vifs sur les places publiques pour s'être détournés de la règle fixée par votre sainte Église. Qui d'ailleurs, cher monsieur, détient la vérité sur la folie? Qui décide de qui est fou et de qui ne l'est pas? Certainement pas les églises, ni les États, ni leur police, ni d'ailleurs les psychiatres. Je réalise soudain que ces derniers n'existaient pas à votre époque, la folie n'étant pas alors considérée comme une maladie curable, mais comme un désordre d'une âme fêlée sous les coups de la volonté de Dieu ou du diable. Les psychiatres, que j'ai beaucoup fréquentés lorsque j'exerçais moi-même ce métier, les psychiatres, depuis, ont prospéré, n'hésitant pas à apporter leur savoir-faire aux pires entreprises et provoquant chez de nombreux sujets plus de dégâts que de bienfaits. On sait par exemple que le menuisier Zimmer, qui hébergea le poète Hölderlin, fut 1000 fois plus compréhensif à son endroit et 1000 fois moins brutal que le docteur Johann Heinrich Ferdinand von Ottenrieth, ça ne doit pas être comme ça qu'on dit, mais bon, qui le traita si bien dans sa clinique de Tübingen qu'il en sortit complètement anéanti. On sait aussi que le docteur Beer, qui tritura de son scalpel merdeux, je mets entre guillemets, parce que c'est Artaud, l'âme du pauvre Van Gogh, ne reconnut en lui qu'un schizophrène de type dégénéré, inconscient en ce qui concerne sa vie matérielle et incapable de surveiller ses intérêts et de faire prospérer ses affaires. Ce sont les termes exacts
je vous le garantis, hein, de son rapport psychiatrique, tout ça pour avoir eu le tort d'aller peindre la nuit à la lueur de bougies qu'il avait fixées sur son chapeau afin de mieux contempler la beauté du paysage. Je m'arrête là ou je continue? Je vous accorde à la fin qu'il est fou si le fait d'empêcher que l'on fasse violence aux plus faibles et que l'on défende un valet contre la brutalité du patron qui l'emploie vous paraît relever de la simple démence. C'est une chose que fait le Quichotte, on en parlera peut-être. Hein. Il libère un valet que le patron malmène. Ah ben je le dis après. J'avais oublié. Pour vous amener, cher monsieur, à changer de regard sur votre créature, je me permets de vous remettre en mémoire l'épisode auquel je viens de faire allusion. Don Quichotte va chevauchant dans la campagne manchègue, écrivez-vous, lorsqu'il perçoit des cris plaintifs. Il tourne bride, séance tenante, et spontanément, sans réfléchir, se précipite vers le lieu d'où proviennent ces plaintes. Il découvre alors un jeune berger, nu jusqu'à la ceinture, attaché à un chêne et frappé à grands coups de ceinture par un vigoureux paysan. Or, toute atteinte portée à la dignité des hommes, tout traitement qui abaisse et humilie, toute violence qui brise les corps et les âmes, révolte notre Quichotte et le font trembler de colère. Homme sans vergogne, lance-t-il au paysan, de quel droit vous attaquez-vous à un malheureux sans défense? Le paysan pris de courbe, etc. Je ne vais pas tout raconter quand même. Voilà. Merci. Et on avait dit que je situerais le livre dans la période historique. De situer la période parce que cette période de l'écriture du Quichotte, même si on l'entend ici, il y a et dans tout le livre comme ça des comparaisons, des analogies entre les époques, entre notre époque et le XVIIe siècle. C'est aussi l'époque qu'analyse Michel Foucault dans l'Histoire de la folie. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il était intéressant d'y revenir. Donc l'époque où Cervantes écrit le Quichotte, c'est 1605, date de la parution. On est en plein siècle d'or espagnol. Siècle d'or, vous savez pourquoi? Sans doute parce que l'Espagne n'a jamais été aussi riche et puissante, mais jamais aussi bouleversée. Riche et puissante parce qu'elle a découvert le Nouveau Monde, qu'elle a pillé l'or des Aztèques et des Incas, qu'elle a fait travailler les populations locales qui ont été décimées du coup et qu'elle a organisé la traite des esclaves pour y travailler. Riche d'autodafé et d'inquisition de toutes sortes contre les Arabes, les musulmans, pardon, contre les Juifs, contre les protestants, contre les blasphémateurs, contre les hérétiques, etc. Donc, riche aussi par les découvertes scientifiques, c'est important, parce que Galilée est contemporain de Cervantes, Galilée qui confirme l'hypothèse copernicienne que la Terre n'est plus le centre du monde. Donc le monde clos, homogène, fini, qui avait précédé, où on pouvait écrire sur le roman chevaleresque, où le héros est accordé parfaitement au monde, etc., a disparu. C'est à présent un monde infini, donc avec des inconnus qui fait un peu peur. Et tout ça va bouleverser la littérature, puisque Cervantes commence à écrire Don Quichotte pour ruiner le roman chevaleresque qu'il estime complètement dépassé, hors sol. Il faut être pragmatique, il faut gérer la nouvelle richesse, etc. Et donc, tous ces romans chimériques, il faut y mettre fin. C'est pour ça qu'il écrit Don Quichotte, qu'il veut ridiculiser. Il veut ridiculiser le genre. Et c'est aussi une période intéressante par rapport au questionnement sur la folie. C'est encore le début du XVIIe siècle, un siècle où la folie est accueillie, est tolérée. Tous les faits et gestes du Quichotte et ses extravagances et ses folies, dirait-on, il les fait
à visage découvert et en public. Hein. Un siècle après, il aurait été interné sur le champ. Hein. Et c'est aussi le moment où la raison commence à se construire. Hein. Le siècle des Lumières commence doucement à se construire. Et c'est c'est avant que la raison ne se sépare de la déraison. Hein. Avec les Lumières, la raison a besoin de limites, elle a besoin de se définir, et donc elle va expurger la déraison. Du coup, la déraison, au 18e, 19e, va être enfermée, médicalisée, etc. Parce que la maladie, mais Foucault le dit, mais je le redis encore, le malade, dire que le fou est un malade est une construction. Hein. Ça a un début, ça n'est pas naturel. On croit aujourd'hui que le fou est un malade, on avale ça comme si c'était une vérité éternelle. C'est une construction, comme la raison est une construction, comme le genre, on le dit aujourd'hui, est une construction. Hein. Et avec tout ce que ça implique et qui fait que presque jusqu'au dadaïsme, jusqu'au surréaliste et jusqu'au courant antipsychiatrique, ça passe l'idée que le fou est un malade comme une lettre à la poste. Et il faudrait, les psychiatres j'ai vérifié ce matin, l'apparition du mot c'est 1808. Hein. Le fait que la maladie soit curable et traitable, c'est fin 18e, début 19e, 20e. Et ce que remarque Foucault, et qui est toujours vrai au 20e, c'est que le psychiatre s'est classifié, il s'est bâillonné, mettre au silence la maladie, il sait la maîtriser, il sait la juguler, il sait l'interner, mais la connaître, pas que je sache. Hein. Les hypothèses sur la schizophrénie, je le disais à Stéphane quand on préparait le travail, elles sont multiples et aucune ne tient à elle seule. Qui a le mieux dit et qui a le mieux défendu les dits fous? C'est les poètes. C'est eux qui ont le mieux parlé d'ailleurs, hein, Artaud, Hölderlin, Walser, et je n'en finirai pas. Hein. Et c'est les poètes aussi qui vont, le film qu'on a vu hier, à Saint-Alban, hein, et qui vont écouter la parole des fous et les considérer comme des sujets, différents peut-être, mais des sujets. C'est Jacques Rivière qui accueille la parole d'Artaud au début de sa correspondance, comme aucun psychiatre n'avait réussi à le faire. Lui l'entend, l'accueille, l'accompagne. Hein. Voilà, donc, comme j'ai été psychiatre, je m'autorise à faire une critique assez violente, je dois dire, du monde psychiatrique tel qu'il est encore aujourd'hui. Hein, puisque l'étiquette du malade court encore, dangereux. Hein, je disais à Stéphane qu'il y a 3 semaines, à propos du crime de Lola, le titre de Marianne, c'était « Les fous sont dans la rue ». Vous vous rendez compte? Il y en a qui ont voulu les mettre dans la rue, les gens de Saint-Alban. Vous vous rendez compte? Les fous sont dans la rue. Donc on en est là aujourd'hui encore, et peut-être pire qu'il y a quelque temps. Voilà, je me calme. Non, on s'était dit effectivement qu'on reviendrait un moment sur ton expérience parce que tu as été dans différents centres d'études, enfin, oui. comme psychiatre puis pédopsychiatre jusqu'à récemment. Oui. Et c'est toujours ça quand on a préparé, vous savez. Tu me racontais une anecdote au sujet de cette immersion justement que tu avais vécue dans le premier. Mais tu crois que ça vous intéresse, hein? On essaye, on verra.
À Bouc de Bel-Air. Oui. Donc, je prépare, je passe l'internat psychiatrique. Je cherche un travail et je trouve un travail de médecin résident dans la clinique de Bouc-Bel-Air. Et c'est une clinique qui a tout le vernis des cliniques progressistes. Hein. Des psychiatres, psychanalystes y exercent. Et je disais à Stéphane, viennent signer une fois par mois la feuille de consultation pour toucher leur salaire. Il y a des réunions... C'est plus maintenant, c'était en 79. Oui, oui, hein. Oui, ils sont plus là. Hein. Je vais avoir un procès, tu vas voir, à cause de toi. Il y a bien sûr ce qu'on appelle la réunion institutionnelle, hein, donc où les patients et les soignants sont censés se rencontrer. Les patients, la plupart hébétés par des antipsychotiques, hein, qui ont un peu de mal à articuler. Bref, il y a encore des cellules fermées, je crois, à l'époque. Mais tout ça, on est quand même progressiste, etc., etc. Donc, je vais vivre 4 ans comme médecin résident. Ça veut dire que pendant 4 jours et 4 nuits, je mange, je vais à la cafette, je me promène, je vais au cinéma, parce qu'il y a des sorties au cinéma. Je regarde la télévision le soir avec les patients. Et donc, ça donne une autre expérience des choses. Et ça, je ne suis pas allée au bout de l'anecdote que je voulais te raconter, mais je ne sais pas, c'est tellement mélo que... Bref, le soir, on regardait, j'allais regarder la télé dans une unité avec les 10 fous. Et j'avais lié vraiment une grande amitié avec un type, je dis son nom, j'ai le droit, tu vois, qui s'appelait Gérard Bell, qui avait été mathématicien et qui faisait un délire cosmique extraordinaire. Il était toujours entre Mars, Vénus, etc. Mais on avait lié amitié, on prenait souvent le café ensemble, on riait, on m'appelait sa chérie, bref, il y avait vraiment une sympathie entre nous. Et un soir, donc, on projette un film mais je ne sais pas si c'est important que je vous raconte ça, mais bon, je suis lancée, tant pis. Un film d'un Italien sur la vie de Jésus-Christ. Zeffirelli, non, c'est pas ça. Et donc, évidemment, on est tous là, on veut tous le voir. Et Gérard Bell arrive, il n'y a plus de chaise. Et il me dit, ma chérie, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Je dis, là n'est pas... oui, va prendre une chaise. Va prendre une chaise. Et il ne trouve pas de chaise. Et je suis assise comme ça. Il me dit, est-ce que tu permets que je sois assis à côté de toi sur la chaise? Et il est resté 1h30, le temps du film, avec 1/10 de sa fesse gauche. Et je trouve que c'est un truc. Je pense souvent à ça. Et dans l'amitié, j'ai rarement rencontré de choses aussi belles que ce moment vécu avec Gérard. Donc, comme quoi, on peut avoir un lien, putain, avec les gens. Voilà, c'est tout. C'est à ça que je voulais en venir, tout simplement. C'est que l'expérience, la simple expérience de femme à homme, de sujet à sujet, fait qu'on peut s'accueillir, même si on ne comprend pas grand-chose à l'autre. Et je rappelais à Stéphane, avant de rentrer, cette phrase de Célan que j'aime tellement. Il dit « La poésie, c'est un serment de main. » Avec le fou, un serment de main. Un serment de main. Plutôt que l'asile, plutôt que l'internement et plutôt que les antipsychotiques, sauf vraiment si ça devient très, très problématique. Mais j'en finis avec ma vie personnelle parce que ça n'intéresse personne, j'imagine. Non, mais c'est vrai qu'on a fait un livre ensemble et il y a dedans une biographie de Lydie Salvert et en fait on hésitait et c'est finalement elle qui l'a faite elle-même et à ce moment-là, moi j'avais juste, parce qu'on n'avait pas reparlé, travail comme psychiatre résidente dans la clinique, expérience inoubliable. Ouais. Donc c'était un peu l'occasion de poursuivre, de comprendre voilà. Un peu Évidemment, c'est des expériences comme toutes les expériences d'ailleurs, qui vous marquent, qui vous transforment même.
qui font que vous portez, voilà, tout simplement. Alors, je reviens sur ce que tu évoquais. Encore une fois, vous intervenez quand vous voulez, en me faisant un petit signe, j'essaie de regarder de temps en temps. À la lecture et à ce que tu disais du rapport de Cervantes au Code romanesque. Alors, il y a ce que tu as voulu faire qui surprend au début, qui est très drôle, hein, de s'adresser directement à Cervantes. Pour l'engueuler, mais c'est une feinte, hein, c'est pas sérieux. Ça marche. Les premières fois, quand j'en parle aux étudiants, aux étudiantes, c'est vraiment, non, mais elle se permet ça, mais elle se prend pour qui? Non, c'est une feinte, c'est une ruse. Mais bon, c'est une feinte une manière comme ça de rejouer peut-être jouer avec les codes romanesques. Il y a cette première chose-là. Et puis la deuxième sur laquelle je voulais qu'on revienne, c'est dans la description du fou, là, cette liste d'éléments du fou, hors pouvoir, hors raison, hors tiédeur ou compromis. On a très envie de se retrouver dans ce portrait de fou. Et donc, voilà, on entre dans cette idée que c'est ce qu'a posé Foucault dans l'Histoire de la folie, dans l'ordre du discours, c'est ces principes d'exclusion des fous, à la fois des personnes parlant fermement et des discours des fous, et qu'il y a un décret de folie qui est posé sur certaines personnes et que voilà, c'est pas si net voir qu'on peut avoir envie. Alors dans le langage quotidien, je crois pas qu'on dise qu'on assume avec grand plaisir d'être fou. Par contre, on assume d'avoir un grain de folie. Bon, ça peut. Mais on se disait tous les deux, alors que c'est la folie, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce rapport-là, justement, ce décret qui est édité, qui consiste à stigmatiser toute personne qui n'entre pas dans certaines normes? Qui déroute. Et à un moment, tu cites, c'est un peu plus loin dans Rêver debout, hein, le mot délire. Moi, je ne savais pas, j'ai pas vérifié d'ailleurs, ça se trouve, c'est pas vrai. Je sais pas. Qui délire au sens littéral, étymologiquement, délirer, c'est s'écarter du sillon. Donc voilà, il y a cette idée-là. Et alors, il ne fait que ça. Hein, le Quichotte, il ne fait que ça, il s'écarte. J'ai pas cité cet exemple, pardon de te couper. Non. Il voit une colonne de galériens enchaînés. Qu'est-ce qu'il fait, notre Quichotte? Mais il essaie de les libérer parce qu'il trouve que c'est inhumain. À ce titre-là, on le décrète dangereux, pas dangereux, mais fou furieux. Et la Santa Hermandad essaiera de remettre la main sur cet individu qui a fait cette chose si subversive et si transgressive, qui est de libérer des galériens de leur fer. Voyez? Donc à tout moment, il est difficile il est subversif. Enfin, nombre d'écrivains l'ont dit, bien plus que fou. Et il dérange à ce titre. Il dérange à ce titre. Mais je ne t'ai pas laissé terminer ce que tu voulais dire. Et justement, sur cette subversion, tu insistes à plusieurs reprises sur le fait qu'il est même anarchiste. Voilà, avec ces moments d'inactualité du terme ou d'anachronisme, que déjà dans la lecture, il y avait plusieurs moments. Féministe, puisqu'il va au secours de Marcel. Et donc, est-ce que c'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, c'est que la folie, c'est cette stigmatisation-là, mais il y a aussi quelque chose que tu évoquais avant, qui est cette souffrance de la folie. Bien sûr. Mais cette souffrance, ça intervient plus tard aussi sur la manière dont finalement Cervantes va montrer à quel point il subit un certain nombre de violences, parce que ce décret de folie génère de la violence. Bien sûr. Mais encore que la folie du Quichotte, c'est, dirait-on, une folie douce. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu qu'on republie Famille, parce que là, c'est la folie qui souffre atrocement. C'est ce qu'on ne sait pas souvent. Ce qu'Artaud a dit sur tous les tons, que je ne connais pas de souffrance égale à celle de quelqu'un qui est en proie, qui est habité par des puissances autres, qui ne s'habite plus, qui sent, dit-il, comme un effondrement central de son être.
une fatigue de fin du monde, dit-il. Je reprends les mots d'Artaud parce qu'il a tellement bien décrit la douleur insupportable que ça peut être. Hein. Donc c'est pas quand on voyez quand on par posture on dit oh la folie, mais moi aussi c'est tellement intéressant et beau et créatif, etc. C'est aussi une immense douleur. Alors comment faire avec cette douleur, etc. Comment faire et que effectivement sans la faire taire par le bâillon ou les psychotropes qui abêtisent, qui dépersonnalisent. Hein. C'est vrai que les neuroleptiques à forte dose font d'un fou un être, le fantôme de lui-même, un être, je ne sais pas comment le dire. Hein. J'avais un mot que j'ai perdu. Dépersonnalisé, enfin. Alors on s'était dit que ça serait bien de faire entendre Famille, et c'est un texte qui est très difficile à lire. Ouais. On peut en parler, on peut le résumer, puis après on a fait un Chifumi, c'est moi qui ai perdu, donc je vais le lire pour voilà, essayer de faire entendre ces voix-là. Donc vous pardonnerez la mauvaise lecture que j'anticipe. Peut-être dire 2 mots du projet et de pourquoi 20 ans après publier ce texte-là de manière isolée, en l'actualisant un petit peu, et quelle forme d'actualisation peut-être. Oui. Donc, je ne sais plus dans quelles circonstances j'avais écrit ce texte-là. Sans doute parce que j'exerçais alors donc comme pédopsychiatre. J'ai fait aussi ce métier avec des enfants. Et ce qui me frappait, c'est à quel point, dans une famille, parfois, il n'y avait pas de parole entre les parents et les enfants. Et j'ai eu l'expérience des centaines de fois de demander à un enfant « De quoi tu souffres ?» Les enfants répondent. Ils disent « Je ne sais pas quoi, ma maîtresse, mon copain, nanana. » Et je vois les parents ébahis, souvent, hein, parce qu'ils n'ont pas pensé, puisqu'on est prêt, on vit ensemble, ce n'est pas la peine de se parler. Chez ces gens-là, on ne parle pas, monsieur, on ne parle pas. Hein. Dit si bien Jacques Brel, on compte, on ne parle pas. Et j'avais été très frappée aussi par ce livre qui s'appelle Mars de Fritz Zorn, que vous avez peut-être lu, non ? Et qui est un livre écrit par un jeune homme dans une famille suisse très bourgeoise, très bien pensante, qui se dit très harmonieuse, où il n'y a pas de conflit, où on ne se parle pas. On ne se parle pas. Et donc j'ai eu envie d'écrire sur cet emprisonnement aussi. Je sais que c'est difficile de contester la famille, ça ne se fait pas. Hein. Famille sacrée avec la patrie et le reste. Mais la famille peut être très, très toxique aussi. Très toxique aussi. Et là, je parle d'une mère, hein, encore pire, hein, je fais pire, donc je conteste la famille et les mères, vous vous rendez compte, je fais un double attentat. Et les mères, parce que j'avais lu aussi, c'est un texte de Lacan, qui décrit les mères crocodiles. Les mères crocodiles, qui sont toutes puissantes, évidemment, quand leur enfant est tout petit, hein, puisqu'il ne dépend que de leurs soins. Et donc, Lacan dit que la mâchoire peut se refermer s'il n'y a pas la loi d'un tiers, la loi du père ou la loi d'un tiers. Vous voyez ? Et ça m'avait frappée parce que j'avais aussi rencontré ces mères, qui sont souvent des femmes très démunies, qui n'avaient d'autre pouvoir et d'autre existence que le pouvoir qu'elles avaient sur leur enfant. Et donc, évidemment, ça donne des tragédies. Enfin, voilà. Ce qui m'a amené, je pense, à écrire ce Famille dont tu vas nous lire des extraits. Et avant, peut-être, tu m'avais dit que
tu l'avais réédité aussi en discutant avec Chloé Delhomme. Ah mais oui. Et je voulais juste... Alors au début, il était prévu que le dialogue soit à 3, enfin que ce soit un dialogue entre Chloé Delhomme devait être là, puis elle nous a plantés. Puis, ouais, elle ne pouvait pas venir. Et ça tombait à un moment où Lydie Salver a préfacé, je ne l'ai pas là, mais certainement il est la belle aventure, en fait, certainement pas, qui est une manière finalement de mettre en scène et même en jeu, puisque ça se fait comme un jeu de Cluedo en fait, à l'hôpital Sainte-Anne, des personnages comme ça, donc un cercle clos, et donc il y a une préface qui est sortie l'année dernière, je crois. Oui, je crois. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais en dire 2 mots. Non, voilà. Non, mais le fait que ça soit reparti que ça a été simultané, c'était ça. Oui, parce que Chloé. Est-ce que vous en avez... Pourquoi elle t'a parlé de ce texte-là? Mais oui, Chloé me dit. J'ai travaillé avec mes étudiants parce qu'elle fait des ateliers d'écriture sur ton texte famille que j'avais complètement oublié. J'oublie complètement de ce que j'écris. Tout à l'heure, j'ai eu un entretien avec une étudiante qui me parlait d'un livre dont j'avais tout oublié. Je n'aime que le livre à venir, ou le livre que je viens de quitter, mais les autres, je m'en fous, complètement. Et donc, qu'est-ce que je disais? Que tu avais oublié que famille existait, mais que Chloé Ah oui, voilà. Et je me suis dit, il y a cette folie joyeuse, littéraire, douce, au fond même... Parce que je vous dirais comment on réagit à l'époque devant la lecture de Cervantes. C'est intéressant. Je me disais que c'était bien de donner aussi la vision hard, j'ai envie de dire, de la folie, celle qui fait atrocement souffrir. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal qu'il y ait les deux. Fait en diptyque, parce que les deux sont parus vraiment simultanément pour cet effet-là, en fait. Oui. Et pour ce qui est de la lecture du Quichotte, donc Cervantes n'a pas à l'époque de protecteur quand il le publie. On dirait aujourd'hui il n'a pas d'agent. Il n'a pas de réseau. Il n'est pas introduit dans le milieu littéraire. Le livre sort, pas un mot. Vous savez ce qu'il fait? Il écrit un libelle contre son propre livre. Non, mais c'est vrai. Il y a des traces. Je n'ai pas pu retrouver dans les archives, mais c'est assuré. Il écrit un libelle. Donc, évidemment, ça intrigue. Vous savez comment sont les gens. Et on va le lire. Et ça devient, en rien de temps, mais un best-seller. Mais vraiment. Et tout le monde s'arrache le livre. On le lit, mais vraiment, on le lit dans les places de village, dans les cours de ferme. Vraiment, on le lit à la cour. Et ce qui est signifiant aussi sur la façon dont on regarde la folie, les gens rient aux folies du Quichotte. Ils disent pas il fait peur, et pourquoi il n'est pas bouclé celui-là, et pourquoi il n'a pas 50 gouttes de Haldol. La folie, elle est, au pire, elle est enfermée pour les très très agités, mais elle est dans la cité et on peut s'en amuser. Au pire, on s'en amuse. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi de voir comment le regard d'une époque à l'autre, ça va s'aggraver, comme je vous l'ai dit après, avec l'étiquetage de la folie comme maladie, l'enfermement, l'asile, puisqu'on va séparer. Ça, vous avez dû l'entendre tous les jours, non, avec Foucault. Il y a une période où on met le fou avec le mendiant, le chômeur, le délinquant, etc., à l'hôpital général, pour pas qu'il gêne, au fond, dans des conditions souvent effroyables. Et puis, on a peur on se plaint que les fous contaminent les autres, et c'est l'asile, et les fous, on va les mettre entre eux, comme c'est aujourd'hui encore. On ne dit plus asile, ça ne se fait pas. On dit un service psychiatrique ou une institution, etc. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et encore une fois, il faudra attendre les dadaïstes, les surréalistes, les poètes, etc., pour contester, pour semer le doute
sur la prise en charge des psychiatres telle qu'elle se fait jusqu'à aujourd'hui, mais je vous aurais assez bassiné avec ça, mais j'aimerais tellement que ça soit entendu aussi, parce que on est tellement captif au fond de cette vision générale du fou et du soin qu'il faut lui apporter, le soin psychiatrique étant le seul à proposer, mais il y en a peut-être d'autres ou qui se font différemment. Enfin, bon. Mais on discutera peut-être ensemble de tout ça tout à l'heure. Alors, ton anecdote sur Cervantes et son libelle critique me permet de remercier le Figaro d'avoir autant critiqué Annie Ernaux. Ils disent qu'elle est folle, non? Peut-être. Ah, ça serait bien. Et donc je lis cet extrait parce que c'est aussi un moyen de nous approcher peu à peu du titre de cette conférence qui était une langue de la folie ou pour la folie. Enfin, voilà, d'être un peu plus. Et parce que c'est peut-être là qu'on va commencer à l'entendre et pouvoir en parler plus précisément. Le spécialiste a dit que le fils était schizophrène. Quelle honte, dit le père. Ça ne doit pas sortir de la famille, dit la mère. Il est 14h55. La série Cœur brisé va bientôt commencer. La mère allume la télé et s'assied sur le canapé du salon. Le fils s'installe à ses côtés. Je suis rien, j'inexiste, dit-il. Mon esprit est tué. On l'a jeté vivant dans un puits atomique aux abords du Grand Rhône. Mes pensées sont dictées par un ordinateur central basé à Washington. Cependant, la chair de mon être est à vif. Elle saigne, elle souffre. Qui pourrait m'expliquer ce dilemme? Encore tes lubies, mon chéri, dit la mère. Elle est à fond pour Bradley qui vient de se faire plaquer par cette petite salope de Jessica et elle ne veut pas rater le début de l'épisode. « Salope !» crie la mère à Jessica en la voyant apparaître sur l'écran dans une robe bleue extrêmement décolletée. Mais il faut le reconnaître, le brushing de Jessica est impec. Pas une mèche qui bouge. Mon âme est bombardée, dit le fils. Je me crache, j'ai mal, je suis enseveli sous mes propres décombres. Mes ennemis, maman, s'accaparent mes morceaux. Ils apprécient ma viande. Elle aurait un goût d'être. Il a belle lurette, dit la mère, que je ne suis plus allé chez le coiffeur. Une éternité. Mais bien coiffé pour plaire à qui, se demande la mère. La mère et le fils demeurent tout le jour en pantoufles et robes de chambre et totalement indifférents à la façon dont ils sont coiffés. Entre une mère et un fils, pas de tralala, dit la mère. Pas de chichi entre une mère et une fille. Et son fils, ouais. Depuis plus de 2 mois, le fils ne veut plus manger en présence du père. Secrètement, la mère s'en réjouit. Tous les jours, elle prépare un plateau repas avec une énorme part de dessert que le fils engloutit dans sa chambre. Seul, en 8 semaines, le fils a grossi de 3 kilos. Bradley, le héros de la série Cœur brisé, annonce à sa mère chérie que Jessica va le quitter. Sa mère chérie le serre dans ses bras avec une émotion bien compréhensible. Rien ne remplace l'amour d'une maman, commente la mère. Et surtout pas celui de cette petite pute de Jessica. « Casse-toi, Poufias !» crie la mère en direction de la télé. Quelle fatigue, gémit le fils. Je me sens vidé de mes forces mentales, je me sens vidé de ma moelle, et comme manger du dedans. Qui peut me nuire au point d'annuler ma substance? Quel envoyé du mal s'est immiscé en moi? Mes fondations s'effondrent, mon parking est en flammes, et mon être éventré. Dégage qu'on respire, crie méchamment la mère à cette garce de Jessica. En revenant chez lui, le père trouve son fils au lit. À 7h du soir, retenez-moi, mais retenez-moi, s'écrie le père, il va me rendre fou, il va me tuer. Il donne un violent coup de pied sur une chaise qui valse. Mais ce geste ne parvient pas à le calmer. Alors il s'en prend à sa femme, qui l'accuse de pervertir son fils, de l'encourager sournoisement à la fainéantise. La mère affiche son air de victime attitrée, ce qui met le père au comble de la fureur. Tout à coup, il se jette sur elle, la tire par les cheveux, la gifle violemment. Le fils s'est levé en entendant les cris dans la cuisine. Sur le seuil de la porte, il observe la scène sans réagir, le visage figé, les yeux semblables à ceux des statues. Le père, ce soir, boit plus que de raison. Je le hais, dit le fils à sa mère qui se réjouit intérieurement de ses paroles. La langue pour la folie. Voilà, c'est laquelle la langue pour la folie à ce moment-là et qui est fou dans ces 3 personnages En tout cas, ce que j'ai remarqué dans mon expérience et ce qu'ont remarqué les poètes qui allaient à Saint-Alban, c'est que chez les 10 fous, il y a souvent des fulgurances poétiques, mais vraiment extraordinaires. Et c'est une chose qu'on peut lire chez Artaud, et c'est une chose que j'ai essayé de mettre dans la bouche du fils. C'est des choses tellement, tellement belles, tellement fortes, qu'on est ébloui. Et je disais aussi que c'est souvent joyeux aussi, les rencontres avec les 10 fous.
et notamment avec les maniaco-dépressifs qui ne cessent de faire des jeux de mots dont l'esprit pétille, qui vont dans tous les sens, etc. Et je me souviens d'avoir attrapé des fous rires vraiment avec les maniaques. Et je disais à Stéphane que Queneau, quand il écrit Zazie dans le métro, il était ce que les psychiatres appellent bipolaire. Il était dans une phase maniaque, d'où les jeux de mots, les situations comiques, etc. Il y a ça aussi. C'est aussi une version, je ne sais pas comment dire, un regard sur la folie, pas forcément, qui peut être tragique. Hein. Et Foucault dit souvent que la psychiatrie a tué la gloire de la folie tragique. Hein. Mais ça peut être aussi, joyeux, même si ça paraît bizarre de dire ça. Alors on a un peu entendu là quelques exemples de ce que tu as essayé de faire pour restituer ces fulgurances poétiques du Fils. Alors c'est vrai que ces fulgurances-là, on peut les voir dans... hier, on a vu le film de Martin Daire, par exemple. Et la peinture. Dans la peinture, mais même dans ce que Dubuffet a repris comme texte. Bien sûr. Pour l'art brut, comme ça, des extraits qu'il va citer. On pensait aussi, en préparant, au texte de Foucault sur les fous du langage, même si là, on est plus proche de ce qu'a fait Brisset, par exemple. Le texte de Foucault, c'est 7 propos sur le 7e ange, là, qu'on relisait en discutant ensemble, où Foucault identifie chez Brisset ce qu'il appelle un état fluide, pénétrable du langage, une possibilité d'y circuler en tous sens, le champ libre à toutes les transformations, renversements, découpages. Et il parle finalement d'un discours illimité dans ce discours des fous du langage. Donc là, on voit bien par cette expression comment ça s'oppose au contraire, les trois thèses de l'ordre du discours qui empêchent la circulation et qui créent des procédures d'exclusion dans les espaces de diffusion de ces discours-là. Et incompréhensible en partie, et je disais à Stéphane, et c'est à mieux. Est-ce qu'on veut être dans le règne de la transparence absolue, et est-ce que au fond, que le dit fou reste, que la dite folie reste un inconnu, qu'elle nous déroute, qu'elle soit un ailleurs, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si grave? Moi, ça me gêne pas dans un roman de ne pas tout comprendre, et même parfois ça me plaît. C'est pas incomprendre pour incomprendre, c'est pas être obscur pour le plaisir d'être obscur, comme parfois on peut le constater, mais qu'il y ait de l'opacité, qu'il y ait des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, qu'il y ait de l'illimité, qu'il y ait du fluide. Est-ce que ça n'est pas au fond un bienfait? Et c'est là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Vous voulez dire quelque chose? Candice, il faut que vous preniez un micro parce que c'est enregistré. Alors, je ne vais pas appeler tout le monde par son prénom comme ça, c'est juste que il s'avère que je connais. Bonsoir. Bonsoir. L'année dernière, j'ai étudié votre livre « La compagnie des spectres » avec M. Bicchialo. Et il y a quelque chose qui stylistiquement nous avait marqué, c'était le fait que l'une de vos phrases s'arrête à la fin d'un chapitre, en plein milieu, et se termine du coup sur le début de l'autre chapitre. Et donc, j'avais une question, c'était, est-ce que elle rend compte, la stylistique rend compte de la folie, ou est-ce que c'était une volonté de jouer sur le mot, les mots, le texte, etc., ou c'était représentatif du coup de l'idée de folie de la mère? Alors, c'était sans doute une façon de... Ouais, je me souvenais plus de ça. Oui, un peu coquette de rompre avec les codes du roman où c'est découpé en chapitres qui ont un début, une fin, etc. Bon, c'est un peu fastoche, je le reconnais, mais bon, c'est pas mal aussi de mettre du désordre dans les codes narratifs, et donc il me semblait que c'était un petit désordre. Et si c'est
un éloge d'un désordre plus grand, eh bien, tant mieux. Je ne sais pas si je réponds. Ça crée pour nous, lecteurs, lectrices, cet effet-là que tu décrivais avant quand même. À un moment, on n'a pas de réponse et là, la question, elle brûle les lèvres de Candice depuis 1 an. Ça s'interrompt, là, je fais quoi? Donc c'est bon signe. Oui. Et puis, peut-être Camille le disait tout à l'heure qu'elle avait une secrète horreur des choses bien cadrées, bien finies, avec un début, un milieu, une fin qui conclut. Il faut conclure, ce qui est la science des ânes, disait Flaubert, si j'ai bon souvenir. Et peut-être le désir de pas conclure un chapitre et même de pas conclure je ne sais pas si je le conclus, celui-là, livre, mais je me suis parfois... On peut dire la fin de la compagnie des spectres. Je fais quoi? Elle jette Lucie. Ah ben c'est une fin quand même, ça. C'est une fin qui conclut. Mais il y en a un, je ne sais plus lequel, où j'avais pas de fin et j'ai dit, ben, très bien. Pourquoi faudrait-il forcément une fin? Que ça reste ouvert, comme une porte. Et donc, mais j'ai pas répondu, je sens, à ce que vous me demandiez. En fait, je voulais savoir si c'était votre exercice justement de la volonté de ce genre de choses, de laisser, de casser les codes du roman, ou si c'était pour représenter la folie de la mer par la stylistique. Ou ça peut être les deux. C'est peut-être les deux. Je ne sais pas ce que je lui fais comme sort à la mère. Je la fais parler. Oui, je la fais parler. Oui, même de façon véhémente. Oui. Oui, parce qu'elles elle est dite folle parce que, mais c'est une chose que j'ai entendue, parce que elle ose appeler Pétain putain. Et donc, ça va être chaud pour elle à l'époque. Et là, ça renvoie vraiment à ce que faisaient les fous du langage. Tu sais, je voulais lire un passage de Brisset, mais en fait, c'est impossible à lire parce qu'il faut voir, parce que c'est que des homophonies, saloperies, salauds, au prix. Il y a ça aussi chez Artaud, souvent. Donc là, c'est vrai que le maréchal putain, par exemple, voilà. J'ai fait une blague dans le livre qu'on a fait ensemble, j'ai mis dans l'index des noms propres putain. Voilà. Et alors, c'est vrai que ce personnage-là de Rosemélie dans La Compagnie des Spectres, elle a cette... peut-être que c'est ça un des éléments de la folie, tu le dis dans Rêver debout, c'est l'excessif contre la tiédeur quand même. Donc elle a... Comme le Quichotte. Et comme BW refuse la tiédeur, ça c'est quelque chose qui parcourt quand même l'ensemble de... Oui, et qui va avec aussi ce désir d'absolu. Comment dit Artaud, vorace besoin, essayer de trouver besoin d'envol, quelque chose de féroce, quelque chose de féroce, de véhément, de vouloir l'absolu, de vouloir l'impossible, mais avec acharnement, avec outrance, comme le Quichotte qui ne baisse jamais les bras, sauf au moment de mourir. Il est roué de coups, il est moqué, on lui crache dessus, on l'injurie, on lui fait... Et il se relève. Des flashballs aussi. Oui, on lui fait toutes les misères du monde, il se relève et il repart au combat. Et il échoue, mais peu lui importe d'échouer. Si, dit-il, ce qu'il a gagné dans la bataille l'a en quelque sorte enrichi. Pas mal. Cette dimension excessive, et c'est exactement ce que pointe Dubuffet dans L'homme du commun à l'ouvrage, par exemple, où c'est vraiment ce qui le marque dans l'art brut et le discours ou les peintures des fous, c'est une singularité qui émerge qu'on ne voit plus dans ce qu'il appelle, qu'il oppose à l'art brut, l'art culturel. Quoi. Oui. Pour cette langue de la folie aussi, je me disais qu'il y avait ce que tu avais... Alors, on peut revenir sur des passages ici, les fulgurances poétiques, cet excès-là. Et puis, il y avait ce que tu avais pointé
chez Chloé Delhomme elle-même, peut-être tu te rappelles de ce petit passage de la préface que tu as lu, tu vois, je me disais juste ça, là, par exemple. Ça te donne un peu des traits de style. Moi, j'aime bien la stylistique. Ah oui. Car la force de Chloé Delhomme, son immense talent, est de tenter de dire ces troubles de l'esprit qui échappent à toute saisie. Son immense talent est d'inventer, pour les dire, une langue qui renvoie le jargon des psychiatres et son sérieux scientifique et ses classifications rigoureuses et ses austères tableaux cliniques à ses pauvres limites. D'inventer une langue qui défie la langue normée, raidie dans ses codes, figée dans ses tics, fliquée par ses profs, assagie par la raison raisonneuse et tristement cadenassée dans ses principes et ses structures, d'inventer une langue qui sabote joyeusement cette langue conventionnelle qui la perturbe, qui la désorganise, qui l'électrise, une langue aventureuse qui prend le risque d'aller vers l'ombre, une langue libre, malicieuse, effrontée, qui s'insurge contre l'ordre sujet, verbe, complément, et fait sauter les pronoms trop personnels, les articles trop définis ou les conjonctions faussement coordinatrices. Une langue qui hurle parfois et parfois s'échoue, et tant pis ou tant mieux si elle est imparfaite et mal ficelée, si sa syntaxe est bousculée, si elle bégaie, si elle bute, si elle chancelle, si elle se désaccorde et commet quelques élisions et de nombreux néologismes. Elle dit anorexisé, boulquiessé, ricocheté, pour n'en citer que quelques-uns. L'immense talent de Chloé Delhomme est d'inventer une langue qui ne ressemble à aucune autre. Elle redécouvre, c'est le moment où elle redécouvre sa préface. Oui. Je vois que c'est à peu près le moment où on peut passer, plutôt on avait déjà amorcé ça, à une discussion plus collective. Bien sûr. Avec plaisir. Des remarques à tout ce qui vous vient à l'esprit. Ça me fout toujours un peu la trouille. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous me redire le livre sur la mère crocodile? C'est une citation de Jacques Lacan. Alors, dans quel séminaire il dit ça? Si vous mettez Jacques Lacan, mère crocodile, vous trouverez les références tout de suite. Ouais, ok. Ça vous a interpellé? Ouais, et ce que vous m'avez dit, vous parlez des mères qui, en principe, on ne doit jamais aborder le problème des mères. Oui. C'est plutôt le père. Voilà, oui. Les hommes, c'est plutôt les responsables. C'est vrai. Et ça fait plaisir d'entendre que la mère peut être responsable. Non, sérieusement, ça fait plaisir. Ouais, mais quand même. C'est un plaisir. Il faut le dire, en fait. Voilà. Oui, il le dit très, très brutalement. Ouais. Merci. Alors, il y a des crocodiles édentés, paraît-il. Donc, ça rassure. Mais c'est souvent je l'ai dit et je le répète, des mères qui sont malheureuses, qui inexistent elles aussi, et qui sont dévoreuses parce qu'elles n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, pour le dire avec des images. Et c'est terrible, hein, en même temps. Voilà, c'est vrai que dans Famille, on voit bien ça, cette espèce de complaisance à garder son fils, oui, à ce que la tension entre le fils et le père soit au maximum, mais jamais formulée. Bien sûr, bien sûr. Mais surtout qu'il reste là, bien captif, avec nous. Merci. Bonsoir. Moi, je voulais peut-être essayer d'aller même encore plus loin dans votre remise en question de la façon dont on aborde la question de la folie dans notre société. Je me disais quelque part, en faisant un contre-pied tout d'abord, est-ce que si finalement il y a des fous, et la grande différence entre les fous et peut-être d'autres, c'est que eux, ils savent qu'ils sont fous ou qu'ils sont animés par quelque chose de l'ordre de la folie, et que
alors, je veux dire, bon, c'est peut-être une facilité de commencer comme ça, mais je vais essayer de faire le lien avec la parole, et je pense, il me semble que c'est Tosquelles, je ne suis pas très sûr, moi aussi j'oublie des choses, et autour de la question de parole parlée et parole parlante. Et il me semble que c'est à la clinique de Laborde où ils ont utilisé un peu ce concept. C'est-à-dire que très rarement, parmi les personnes qui sont là, on ne parle pas de patients, il y a une parole qui fait sens. C'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, parfois du hasard ou parfois pas du hasard, c'est tout le but de la psychiatrie institutionnelle, il y a une parole au plus près de l'être de la personne qui l'exprime. Encore une fois, elles sont très rares, mais elles vont être importantes pour la place de cette personne dans son environnement et son cheminement. Et je me dis, ah oui, là, alors je m'adresse à vous maintenant pour dire, mais finalement, est-ce qu'on ne fait pas tout ça? C'est-à-dire qu'on est surtout dans des paroles parlantes, c'est-à-dire qu'on du discours qui défile, mais à quel moment est-ce qu'il y a une de ces paroles qui est vraiment plus près de notre être et on peut l'identifier? Je pense quasiment jamais, peut-être, en fait. Alors que là, justement, on est à la recherche ou peut-être à l'écoute, où il y a tout un univers qui est construit autour de ça pour créer, entre autres, contribuer à créer ce qui a été... Là, c'est plutôt ce qu'il y a, c'est quelqu'un d'autre, mais la théorie des îlots. Vous savez, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a, dans cette difficulté d'être en contact, il y a quelques moments particuliers où, je repense à ce monsieur qui met le coin de sa fesse sur votre chaise. Là. Voilà, pour moi, ça, je pense que ça constitue un îlot. Et il y a peut-être 20 ans de ça, vous vous en souvenez encore très bien, ça constitue quelque chose. Et îlot après îlot, il y a peut-être des petits archipels qui peuvent se construire. Vous savez ce que je retiens dans ce que vous dites aussi en dehors du sens de ce que vous dites, vous avez dit le mot patient. Vous vous rendez compte? On dit les patients pour dire... J'ai dit qu'on ne le disait pas à Laborde. Mais dans le langage général, on dit les patients. Et oui, voilà. Toujours. Et je faisais remarquer à Stéphane que dans les hôpitaux, il y a des surveillants. Vous vous rendez compte? Des surveillants dans les hôpitaux. Dans tout service, il y a des surveillants. Il faut faire attention au langage, parce qu'il dit plus qu'il n'a l'air de dire. Patient, surveillant. Et on pourrait sûrement trouver... d'autres termes qui disent à quel point les choses sont installées et qu'il est très difficile de les repenser. Pour terminer avec mon idée du contre-pied, en fait, à Laborde, cette clinique-là qui a été mise en place par Jean Houry, il n'y a pas de grillage, enfin c'est ouvert, il n'y a pas de limite en fait. Il y a une limite bien sûr sur le plan cadastral, et c'est toujours la question qui se pose, mais est-ce que personne ne cherche à s'échapper? Et en fait, il y a parfois des personnes qui ont débordé les limites, mais pas pour s'échapper en fait. Et lorsqu'on pose la question... Et même s'ils partent au village proche, je ne vois pas ce que ça a de... Alors en fait, la raison pour laquelle ils ne cherchent pas à aller plus loin, c'est lorsqu'on leur pose la question, c'est qu'ils savent très bien que c'est là qu'ils sont le mieux. Ils sont accueillis, bien sûr. Ils sont accueillis. Bien sûr. On le voyait aussi un peu dans le film d'hier soir sur Saint-Alban, où il n'y avait pas de clôture, semble-t-il. Ils allaient de temps en temps pique-niquer. Ils avaient acheté un bus et ils faisaient de temps en temps des sorties où il était sûrement difficile de distinguer le surveillant des autres. Pour ne pas rester sur ma faim, je vais juste un tout petit point. Tu m'arrêtes, Stéphane, si c'est ton... et juste cette idée de cette parole spécifique, est-ce que vous la ressentez, ou est-ce que peut-être je vous embête en fait avec ça, parce que vous remplissez vos livres de paroles, mais donc est-ce que c'est... Bien sûr que c'est une chose auquel on pense, comment être au plus près d'une, je sais pas quoi, d'une parole de soi qui soit... qui soit juste, qui soit vrai. Enfin, je sais pas, j'ai peur de dire des platitudes abominables. Non, mais c'est toujours intéressant pour
nous qui n'écrivons pas, moi je sais que quand tu es dans l'écriture d'un ouvrage, les échanges qu'on s'envoie, il y a une sorte d'enthousiasme. Je ne dis pas que tu es folle. Si, et justement, je suis folle de littérature. Mais si. Et là, je sens que il ne doit pas avoir grand monde. Il y a quelque chose d'un état pour être dans ce rapport au langage qui est... mais bon, on le sait, effectivement, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces témoignages-là. Oui, le Quichotte n'est pas le seul d'être fou de littérature. Moi, j'en connais plein. Il y en a un sur ma droite qui est fou de littérature. D'autres sont fous d'amour. Il n'y a pas que le Quichotte qui est fou d'amour. Saint-Augustin disait l'amour, c'est la démesure. Donc Quichotte est démesuré, comme on l'a dit, puisqu'il outre dans son désir d'absolu, comme ça, tout ce qu'il fait. On n'a pas parlé de l'utopie, tiens. Ah oui, on avait dit. Oui, tant pis. En tout cas, pour relayer aussi ce que dit André sur cette parole, comme on est parlante ou parlée, ce qui est vrai, que c'est que tu laisses la place dans tes romans à ceux qui nous parlent, en fait. Mais alors plutôt des discours du pouvoir, je dirais, pour essayer de prendre leur contre-pied ou les mettre à distance, que de ces discours hors pouvoir. Non ? Moi non plus. Comment ? Bien sûr. C'est bien sûr. Elle est indissociable. Ouais, il y a une main monsieur là-bas. Non, mais nous, on va vous entendre, mais ça ne va pas être enregistré, donc ce sera dommage parce qu'on aura la réponse sans la question. Du coup, déjà, merci beaucoup pour toute la douceur avec laquelle vous parlez de folie. Ça fait vraiment du bien. Et du coup, moi, j'ai envie d'en savoir plus sur la vision que vous avez de la folie parce que vous l'avez abordée brièvement et qu'on sentait que vous vouliez aussi aborder le sujet précis de la conférence et les extraits du livre, etc. Mais moi, personnellement, ça me ferait extrêmement plaisir d'entendre parler plus précisément de votre rapport à la folie ou de ce que vous en pensez et de réflexion autour de ça. Du coup, si c'est pas trop s'éloigner du sujet. Alors, mon rapport à la folie commence mal parce que si je m'intéresse à la folie, c'est que, je peux le dire, ça, je le dis depuis quelque temps, c'est que j'ai eu un père qui souffrait d'une psychose paranoïaque, qui a été interné, qui dormait avec un fusil sous le lit. Et j'ai cru jusqu'à... Nous pensions, mes deux sœurs et moi, que c'était normal d'avoir peur de son père, que c'était naturel, comme quelqu'un me parlait de naturel tout à l'heure, que c'était naturel. Et puis j'ai fini par me rendre compte que c'était quelque chose de singulier. Et je pense que j'ai fait psychiatrie. J'ai fait d'abord une licence de lettres. Et je suis dingue au point d'avoir fait psychiatrie pour essayer sans doute, de comprendre ou de trouver des issues pour savoir pourquoi ce père, etc. Et très honnêtement, je n'ai trouvé aucune réponse dans... Il y a un gros livre qui s'appelle, quand on fait des études de psychiatrie, le EY. Et j'ai eu beau le feuilleter dans tous les sens, c'est parfaitement classifié, il y a les psychoses, les machins là, les névroses, etc. Il y a des cas cliniques, il y a des hypothèses sur les causes. Alors c'est tantôt une infection, c'est tantôt je ne sais quoi, la génétique, c'est tantôt... bref. Et que comment dire, la consolation, ou le désir de comprendre, je l'ai eu en lisant Artaud, en lisant les poèmes de la folie de Hölderlin, en lisant... Voilà, c'est là. Et ça induit tout un rapport aussi à cette affaire. Mais bon, je sais pas quoi dire d'autre sur cette affaire. Oui, vous voulez dire quelque chose?
Merci. J'aurais aussi voulu savoir si c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez du coup, vous, de la folie, en fait? Pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Je l'ai dit encore, c'est un inconnu. C'est l'autre. C'est porté par un sujet comme moi, un humain comme moi, qui a des émotions comme moi, qui souffre bien plus que je ne souffre souvent, voilà, qui demande sans doute à être entendu comme moi, qui demande à être consolé comme moi, vraiment, là. Hein? Que dire d'autre? Voilà. Que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Qui sait ce que c'est? Merci. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Pardon, c'est une non-réponse, mais je n'en ai pas d'autre. Il y avait monsieur, je crois. Non, pardon. Ah bah, maintenant, alors monsieur. Tout à l'heure, vous aviez annoncé la conférence de Sainte-Gabelle et j'étais assez curieux de vous entendre sur ce texte, qui est un des premiers textes de vous que j'ai lu. C'était un peu une porte d'entrée pour moi. Et puis, tout à l'heure, vous avez parlé d'utopie et ça m'intrigue aussi. Alors, la conférence Sainte-Gabelle... Je peux commencer si tu veux, parce que je l'ai plus en tête que toi. Mais oui, c'est un type qui fait des grands discours, c'est ça, sur l'art de la conversation, c'est bien ça? Oui, exactement. Ah, oui. C'est un conférencier qui est à Sainte-Gabelle parce que c'est l'époque, hein, c'est 1999. Pourquoi? Parce que c'est le village à côté du village où j'habitais. Ah bon? Et je me suis dit que je me suis dit qu'il n'y a aucune raison que ce soit le village de Jospin, c'était aussi le mien. Merde alors. Mais vraiment, c'était ça. Et puis je trouvais que j'aime bien quand il y a des liquides, elle. Et je trouvais que Sainte-Gabelle, je trouvais qu'il y avait quelque chose de joli. Bien que la Gabelle, l'impôt, c'est pas, ça fait pas rêver, mais bon. Et je sais plus ce que j'ai. Oui, donc, alors, et c'est un très mauvais conférencier, je crois, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, je l'imagine, je me souviens plus très bien quel était C'est toujours un peu ambigu, c'est sur l'art de la conversation. Alors effectivement, il a des vraies sorties qui sont intéressantes et puis des moments où un des gros points, c'est le fait qu'on soit bien assis pour bien faire l'art le confort du derrière, des choses comme ça. Et puis, il a des sorties très nationalistes, post-colonialistes, enfin pas post justement, plutôt. Et en même temps, et puis aussi des sorties sur sa Lulu. Mon Dieu. Sa femme qui est morte. Elle est grosse, non? Il l'appelle mamie parce qu'à la fois elle a la rondeur ou mon chou, parce qu'elle a la rondeur du chou. Je me souviens plus. Voilà. Je me souviens plus. Donc il y a en permanence des jeux de mots comme ça. Il y a pour ça. Alors ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs Warren Mott dans le livre qu'on a fait, il insiste sur le fait que c'est une mise en jeu des codes romanesques. Ça me faisait vraiment penser à ça quand tu évoquais tout à l'heure Don Quichotte. Donc il y a ça dans ce. Mais c'est effectivement un personnage un peu ambigu, à la fois qu'on peut trouver fou. Mais c'est très bien parce qu'on avait dit, et on ne l'a pas fait, qu'une des questions posées par le Quichotte, la question de la folie, de l'utopie, on va y revenir, et c'est de cette partition entre nos belles pensées, nos beaux discours, et l'agir, et l'effectuation. On avait dit que parce que le Quichotte, et moi je suis en plein là-dedans, moi j'ai des beaux discours, tout ça, là, et je ne sors pas de ma chambre. Hein. Je suis incapable d'agir auprès d'immigrés, de prisonniers comme les gens le font. Moi je suis incapable de ça, donc je peux en parler à l'aise. Cette partition dans laquelle nous sommes souvent entre les belles phrases, les beaux discours, les belles envolées lyriques, et le peu de réalisation dans la réalité. Or, un des projets du Quichotte, c'est de s'arracher à sa chambre, à ses rêves, et d'hybrider ses rêves à la réalité, de les accrocher, les hybrider, ça me plaît bien. Et donc, voilà, c'est une des questions levées par le Quichotte, c'est à quoi bon les livres, me semble-t-il, si ils n'ont aucune incidence
sur notre quotidien, si on est aussi con avant qu'après les avoir lus, aussi méchant, aussi enfermé, etc. Hein, donc ça, on avait dit qu'on insisterait un peu là-dessus. Ah oui. Puis on a été emporté par des tas d'autres choses. Oui, pour le coup, c'est ce que fait aussi le conférencier de la conférence de Saint-Gabelle. C'est ce qui apparaît dans la... Je crois qu'il y a un abîme entre son désir d'être un grand discoureur, je ne sais pas si on dit comme ça, et ses bégaiements, ses difficultés. Je crois qu'il y a ça aussi. Hein, c'est un mélange entre la conférence façon XVIIe siècle et la conversation de café du commerce, comme on dit. Ce qu'elle peut avoir à la fois de réjouissante et puis parfois... oui, affreusement plate et navrante. Et bien sûr, la question de l'utopie. Le Quichotte est dit utopique avec dédain par ceux qui regardent l'utopie comme une chimère bonne pour les rêveurs, les loufoques, enfin tout ça, les idéalistes, hein, ou juste un élan qui nous amène à envisager le possible. Enfin, mais je crois que vous savez bien mieux que moi ce qu'est l'utopie et vous savez mieux en parler que moi. Mais moi, j'ai retenu cette chose je crois que c'est Hugo qui le dit, il dit l'utopie, c'est la vérité de demain. C'est l'impossible aujourd'hui, c'est le possible de demain. Si l'utopie, c'est ça, moi, je marche. Mais je crois qu'il y a peu de place aujourd'hui pour ça. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Il y a peu de place pour les esprits utopiques, j'ai l'impression. Hein. Il faut pas rêver. Hein. Il faut être pragmatique, il faut être utile, il faut être... La question que je pose sur la conférence de Saint-Gabelle, ça me fait penser aussi qu'on aurait pu annoncer un livre à venir dans très peu de temps, qui finalement va être assez proche. On fait de la pub, là, l'air de rien. Assez, pas proche, mais dans l'esprit, peut-être, de la conférence de Sainte-Gabelle, puisque... Ah oui, peut-être. Puisque... Bon, le prochain livre s'appelle « Irréfutable essai de successologie ». Je sais, vous ne comprenez rien à ce titre, comme tout le monde. Irréfutable essai, parce que je le vole à Jonathan Swift, que j'admire infiniment, qui a écrit un irréfutable essai, et j'ai oublié de quoi. J'ai oublié sur quoi de quoi traite cet irréfutable essai, mais j'avais adoré cette posture comme ça mégalomaniaque qui se défait dès qu'on le lit. Et successologie, qui est un néologisme qui désigne la science pour avoir du succès. Donc je fais un inventaire des moyens les plus bas, les plus abominables, les plus d'une grande banalité pour obtenir le succès, ce qu'il faut faire pour obtenir du succès. Mais c'est évidemment pour mieux dire alors, du succès en littérature, mais pour mieux dire ce qu'est la littérature à mes yeux, qui se fait dans le silence et le retrait, et loin de la pub, et loin de... etc. Bref, voilà, c'est ça le projet. C'est une satire, donc, qui fait semblant d'être savante sur les moyens, et je dis que j'ai fait l'expérience moi-même du succès, et que pour il faut faire ci, faire ça, etc. C'est en janvier a priori, c'est ça? Oui. Oui. Bonsoir, je suis là. Pardon. Moi, je voulais... vous avez évoqué donc, votre expérience en tant qu'écrivaine d'une langue pour essayer, entre autres, je ne connais pas vos œuvres, je suis désolé, mais pour essayer de décrire la folie, de parler de la folie. Et puis, vous avez parlé aussi de la langue utilisée par les personnes, les gens dits fous, hein, donc les poètes et autres écrivains. Et moi, je me posais la question, dans votre expérience de psychiatre, si vous aviez utilisé l'écrit, la littérature, l'écriture, avec des personnes que vous avez pu suivre. Non. Si c'était quelque chose qui avait fait partie de votre réflexion ou de votre expérience d'écrivaine ultérieure. Non. J'étais surtout... Enfin,
j'ai fait ces 4 années comme médecin résident dans une clinique, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, j'ai exercé comme pédopsychiatre. Et donc, non, c'était la parole, hein, et comme dans les livres d'ailleurs, c'est par la parole. Les dessins avec les enfants, hein, souvent, les dessins. Mais les amener à écrire, non, j'ai jamais fait ça. Et vous n'avez pas de retour d'expérience de collègues psychiatres ou ex-collègues enfin, je sais pas, je m'interroge sur ce lien entre écriture et puis folie. Qui ont fait écrire des gens, etc. Je suis éloignée un peu de ce monde depuis quelque temps, le monde de la psychiatrie. Non, je ne sais pas. Mais ça doit se faire, peut-être. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Merci. Je vous en prie. Désolée. Bonsoir. Excusez-moi, je suis là. Vous avez parlé plusieurs fois d'un ouvrage que vous avez coécrit. J'aurais voulu savoir de quoi il traite et comment il s'intitule, s'il vous plaît. Ah oui, non, c'est pas vraiment qu'on l'a coécrit, je disais non, parce que c'est un ouvrage universitaire qui est paru au Classique Garnier, qui est là-bas, on l'a vu, où il y a simplement 8 études universitaires sur tous les pans de l'œuvre de Lise Salvert, mais après, c'est pour ça que je disais souvent qu'on a fait ensemble, c'est qu'il y avait une grosse implication demandée de Lydie, puisqu'elle a fait sa biographie toute seule, elle a donné un texte inédit dans ce volume. Qu'est-ce qu'on a fait encore ensemble? Un entretien très très long. C'était oral, on a fait plus, je sais pas, 3-4 jours d'entretien, donc vraiment énormément de monde. En fait, tout a été réécrit, ça ne va à rien, mais bon, c'est pas grave. Mais donc il y a un long entretien comme ça, et puis d'autres choses. Enfin voilà, on l'a vraiment fait à deux, au sens où même elle me disait, il y a telle personne qui, quand je l'ai rencontrée, parle bien de mes textes, par exemple, donc on pourrait le solliciter. Enfin, ça s'est fait comme ça, voilà. Et j'avoue une chose affreuse. Je n'ai pas lu les interventions qui y sont parce que ça me fait peur. Je n'arrive pas à lire ce qu'on écrit sur moi. Je sais que c'est pas bien pour ceux qui... Non, mais c'est vrai, pour ceux qui se donnent le mal d'écrire, etc. Mais j'appréhende je ne sais quoi à chaque fois. Je sais pas, d'être détruite par mot, j'en sais rien. Parce que les mots, ça peut faire du mal aussi. Faire du bien, et ça peut faire du mal. Et donc j'ai une espèce de... Mais j'ai une expérience très, très, très mauvaise à propos d'une critique dans Libération. J'en parle, hein, mais je ne vais pas parler de ça, bref. Qui était faite pour des raisons vraiment qui n'avaient de pur règlement de compte. Vraiment, vraiment. Et ça m'a fait infiniment souffrir parce que je ne pouvais pas riposter. Un critique crocodile, mais au sens vraiment. crocodile. Quoi, non, ouais, vraiment. Ça m'est arrivé une fois, hein, et c'était dégueulasse. Franchement, ça peut. Et donc, je sais pas, j'ai gardé une sorte de peur presque insurmontable à lire une critique qui pourrait me faire mal. Mais cela dit, je supporte tout à fait qu'on me conteste. Et, bien sûr. Bonsoir, Bonsoir. La formulation qui a été utilisée, l'excessif contre la tiédeur, me paraissait tout à fait éclairante pour votre écriture et par exemple au sujet du Quichotte. Mais alors justement, depuis tout à l'heure, ça tourne et je me dis, allez, je pose la question pour pas repartir avec cette question toute seule. Sur famille, justement, puisque c'est pas tout à fait la même folie. Généralement, dans vos livres, justement, la folie
on voit est réhabilité, et on voit la lucidité, la créativité aussi de ces personnages qui ont souvent une vitalité. En revanche, voilà, c'est la version très sombre, très et noire. Donc, et en même temps, je trouve que cette formulation, elle peut aussi être intéressante pour cet univers familial très glauque. Et voilà, j'aurais bien aimé vous entendre parler de famille à travers ce prisme-là de l'excessif contre la tiédeur pour famille. Merci. Alors, ce qui est excessif, ce qui est outrancièrement présent, c'est la non-parole. C'est ça en fait que je voulais dire. Le non-échange total. Jamais l'un ne répond à l'autre et l'autre à l'un. Voilà, c'était ça peut-être l'excès de ce livre et sa noirceur et l'inespéré que ça induit. Il y a vraiment peu d'espoir dans ce texte-là. Et même aucun. Puisque à la fin, la mère s'achète un petit chien pour remplacer la présence de son fils, qui s'appelle comment déjà ? Je suis pas sûr qu'on Jean ait son Bibi, prénom. si, je crois que j'ai mis le nom, mais bref. C'était ce qui était épouvantable, évidemment. Là, je suis allée fort dans la noirceur. C'est pas mon registre, souvent. Fait d'acheter un chien. Mais oui, à la place du fils. Ah oui, pour remplacer le fils, c'est horrible. Quoique. J'ai aussi une question, bonjour. Bonjour. Je me pose la question par rapport au terme, parce que moi je connais rien à tout ça, mais à chaque fois qu'on Continuez. Chaque fois qu'on emploie le mot fou, ça me pose question parce que c'est très négatif, connoté. Et c'est ça, c'est contre ça qu'il faut se battre, quoi. Et dans ce cas, je me posais la question de comment est-ce que moi, en tant que personne qui n'y connaît rien, quel mot j'emploie pour parler des personnes. C'est ce qu'on se Merci, disait. on avait oublié aussi. Bien sûr. C'est vrai que depuis le milieu du XVIIe jusqu'à aujourd'hui, c'est connoté négativement. Le fou fait peur, le fou est dangereux, il faut l'interner, c'est un malade, il faut le réduire au silence, etc. Il n'y a qu'une vision négative de la folie. Il faudrait sortir de là. Parce que... Comment on n'est pas obligé on peut avoir plusieurs nominations c'est ce que fait Artaud qui donne 50 000 désignations de sa souffrance. Je sais pas, il dit un déracinement de la pensée, puis après il dit un effondrement central de mon être, et puis il dit, j'ai oublié, je voulais amener justement un écrit d'Artaud, je l'ai oublié. Est-ce qu'on est obligé vraiment d'avoir une étiquette pour désigner celui qui est un peu différent? Si on ne met pas d'étiquette, ça sera peut-être que ça changera notre regard aussi, qu'il n'y ait pas d'étiquette. Oui, peut-être que c'est la solution aussi. Moi, j'ai entendu parler de neuroatypique, personne neuroatypique. Oh là là, est-ce que vous, encore une nouvelle. Non, mais je ne suis plus ces trucs, alors, parce qu'ils nous sortent une définition à peu près tous les 2 ans dans leur classification à la noix. Moi, je m'en fous, vraiment. Alors, je pense que ça, c'est un mot que aussi j'ai entendu plutôt pour essayer d'éviter la stigmatisation. Ah, pardon. Après, oui, mais que quand ça même. l'évite? C'est quoi déjà? C'est neuroatypique. Oui, mais pourquoi? Je ne sais pas, moi, je m'y connais rien. Pourquoi neuroatypique? En fait, qu'est-ce qui est typique? C'est la majorité qui est typique, peut-être. Ça m'énerve. Il va se passer pour le mot fou, ce qui ne se passe m'énervez aussi pas. sur le...
Lydie le rappelait au début, il y a quelque chose de construit dans l'utilisation de ce mot-là. Et on le voit bien comment sur le genre ou sur d'autres sujets, le concept de race, etc., c'est passé. Et combien on a de mal à la déconstruire. Alors peut-être qu'on va pouvoir utiliser le mot avec cette dimension de déconstruction dedans, ou pas. Et dans ce cas, il faudra effectivement trouver d'autres mots, d'autres choses. Moi, je me posais vraiment la question sur aliéner aussi, par exemple, parce que ça dit quelque chose de l'aliénation sociale, mais est-ce que c'est bien, pas bien? Moi, Mais d'ailleurs, les psychiatres, on les appelait les aliénistes, hein, au siècle dernier et jusqu'à pas longtemps. Je me permets d'intervenir parce que là, ça va être la toute dernière question, puisque nous allons devoir clôturer. Discuter dans le couloir, donc. On peut donner le micro à madame, s'il vous plaît? On ne vous entend pas bien. Si, neuroatypique, ça, je ne la connaissais pas, celle-là. Mais comme nous tous, on est différents, j'espère. Alors voilà, mais j'ai envie de dire que de toute façon, on est tous atypiques. Mais oui, j'espère. Enfin, on voudrait qu'on soit tous les mêmes, cela dit. Et même quand les gens utilisent le mot fou, ben vous allez être folle parce que vous sortez en robe de chambre dans la rue parce que vous n'avez pas envie de prendre votre douche avant de rentrer votre poubelle. Voilà, je sais pas, on a tous un côté fou et particulier. Donc partant du principe qu'on est tous le fou, la folle de quelqu'un, ben moi j'ai choisi autre chose. Et voilà, et je présente comme ça. Si les gens veulent aller un peu plus loin et que ça plaît, tant mieux. Ben, si ça ne plaît pas, ils ne nous revoient pas. Mais tout le succès du Quichotte vient du fait du couple. C'est-à-dire que chacun peut se dire j'ai un peu du Quichotte, mais j'ai un peu du Sancho. Du Sancho. Je l'ai féminisé du coup. En plus, quelquefois, si c'est quelqu'un qui ne nous plaît pas trop, on n'a pas envie de se présenter pareil que si c'est quelqu'un vers qui on a envie d'aller, vous voyez. Enfin, moi, ayant un proche. Est-ce qu'on prend la dernière question? C'était tout. C'est une petite question? Ça dépendra de votre réponse. C'était une injonction que je faisais. C'est bien, merci. Comme ça, je répondrai lapidairement. Je ne sais pas si on m'entend. Si, oui. Bon, alors, en fait, moi, je félicite Lydie Salvert parce que c'est la seule auteure qui m'a fait revenir vers les romans un petit peu contemporains. C'est vrai que j'ai l'habitude d'aller plutôt vers les classiques et mon métier m'oblige à lire des nouveautés. Et faut avouer qu'il y a quand même pas mal de merde en fait, qui sortent dans la littérature. C'est quoi votre métier? Je suis documentaliste. D'accord. Et donc je lis, il m'arrive pour des prix littéraires de lire des choses et je me suis toujours demandé ce qui rendait les livres, quand on lisait du Lydie Salvert, pourquoi est-ce qu'on trouvait les autres livres aussi mauvais? Je vais me la péter, attention. Oui, c'est pour ça que c'est la dernière question. Voilà, non, en fait, je me suis posé la question, et ça rejoint un petit peu la question qu'on se posait au départ, une langue pour la folie. Je crois vraiment que pour parler de la folie, ce que vous réussissez très bien à faire, c'est en parler avec beaucoup d'humour et en utilisant le rire. Et en chassant le sérieux, voilà, comme l'ont fait Jonathan Swift, tous les autres. Oui, moi j'ai horreur de l'esprit de sérieux, même si j'y tombe, moi aussi, comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai horreur de l'esprit de sérieux. Voilà, donc ma question, c'était est-ce que Lydie Salvert existerait sans le rire? Oui, c'est un biais formidable, le rire. Hein. Et dans la satire, c'est une ruse formidable aussi de mettre les rieurs dans sa poche. Et donc on va merci. Merci à vous. Merci à vous.